Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Psychologie. Collection fondée par Philippe Breneau. Et dirigée par Alain Brun. Sans exclusive ni frontières, les logiques président au fonctionnement psychique comme à la vie relationnelle. Toutes les pratiques, toutes les écoles ont leur place dans psychologie. Déjà paru. Riyad Benredjeb dire Le rituel. De l'anthropologie à la clinique, 2015. Radu Klit, Le travail institutionnel en milieu psychiatrique et de l'enfance inadaptée, 2015. Jean-Michel Pécard, Essai de psychologie analytique, 2015. Sébastien Ponnou, Lacan et l'éducation. Manifeste pour une clinique lacanienne de l'éducation, 2014. Sophia Ducceschijudes, Portrait de folies ordinaires. Petit guide de psychopathologie pour tous, 2014. Anna Curir, Les processus psychologiques de la découverte scientifique, l'harmonieuse complexité du monde, 2014. Jean-Pierre Legros, Stracium, Une théorie de la personne, 2014. Aurélie Capobianco dire, Peut-on parler au téléphone ? Stratégie clinique pour entendre au bout du fil, 2014. Christelle Demey, Stimuler le cerveau de l'enfant, 2013. Audrey Gaillard et Isabelle Urdapilleta, Représentation mentale et catégorisation, 2013. Jean-Luc Allier, La fragilité en pratique clinique, 2013. Stéphane Vedel, Nos désirs font désordre, lire l'anti-Oedipe, 2013. Slimane Boufrda, Le symptôme en tous sens, 2012. René Souleyrolles, La spiritualité de l'enfant. Entre l'illusion, le magique et le religieux, nouvelle édition, 2012. Bernard Gangloff et Daniel Pasquier, Décrire et évaluer la personnalité, mythe et réalité, 2011. Madi Fernagu, Yolande Govindama et Christiane Rosenblat, Itinéraire des victimes d'agressions sexuelles, 2011. Louis Stas, Les oripeaux des ados, 2011. Annick Lasalmonie, Du procès social à l'eugénisme moral, 2010. Jean-Max Ferret, Parents alloués pour enfants fous. Récit des familles thérapeutiques, 2010. Patrick Pipet, Sauter une classe, entre mythe social et failles narcissiques, 2010. Jean Cassana, Les descriptions du processus thérapeutique, 2010. Introduction, L'inclination sociale du corps. Le corps est lié à un lieu par un rapport direct de contact qui n'est qu'une manière, parmi d'autres, d'entrer en relation avec le monde. Bourdieu, Méditation pascalienne. L'inclination sociale du corps. Ce livre essaye de répondre à la question que je me suis posée tout au long de mon travail de thèse en sociologie, relatif à l'ontogenèse possible des représentations sociales chez le bébé avant le langage. Cette question, qui a servi de fil conducteur lors de l'écriture du présent ouvrage, est la suivante. Qu'est-ce qu'un bébé, l'effet que cela fait d'être un bébé ? En termes de problématique, nous sommes partis des travaux en sociologie de Pierre Bourdieu, selon qui la société existe à l'état individuel au sens où elle est présente chez chaque individu à l'état incorporé, et l'individu biologique socialisé incarne du social individué. Ainsi, selon cet auteur, le corps est dans le monde social et le monde social est dans le corps. Cette approche s'attache à vouloir comprendre le façonnage et la production de tels sujets en particulier, de quelle manière s'engendrent ses goûts, sa vision de lui-même, ses choix. Il a donc travaillé sur les conditions sociales d'acquisition de ses préférences, et pour en rendre compte, il a élaboré une théorie construite autour d'un modèle dispositionnel qui, pour qu'il puisse exister et fonctionner, nécessite 3 principes. Un système dispositionnel, dont les conditions d'acquisition s'effectuent par le moyen d'une nécessaire incorporation, engendrant une connaissance par corps dont le mode d'action participe d'un sens pratique. Nous proposons ci-après un petit résumé de ce que Bourdieu entend par ces 3 principes. 1. Le système dispositionnel, une sociologie des penchants. Tout se passe au départ sous l'effet d'une intériorisation de dispositions sociales acquises au sein du milieu social d'origine, selon une éducation, une histoire familiale reflétée dans le monde natal, mais aussi selon une histoire collective, en particulier les catégories de pensée, les catégories d'entendement, les schèmes de perception inhérents à des groupes sociaux.
Ces dispositions correspondent à une acquisition de savoir ordinaire sur les choses et les personnes de la vie quotidienne. Elles sont fondamentales d'un style de vie et sont mises en œuvre dans des pratiques sensées et structurées, régies par le goût comme un trait culturel. Le goût a, l'inclinaison vers, est structurante comme un instrument d'appréciation, de perception, de jugement de soi et d'autrui. Ce système de disposition ainsi forgé va correspondre au comportement, au style de vie d'un individu, et par la suite, va structurer et orienter ses pratiques quotidiennes. Par exemple, on est disposé à faire ou à ne pas faire ceci ou cela, à dire ou à ne pas dire telle ou telle chose. Autrement dit, on a tendance à faire plutôt ceci que cela. Il s'agit en quelque sorte d'une sociologie des penchants, des inclinations, d'une sociologie probabiliste plutôt que rigoureusement déterministe. En ce sens, le système de disposition se pense comme un système de virtualité, c'est-à-dire de potentialité à l'état latent, qui naissent d'une prédisposition naturelle des corps humains, la conditionnabilité comme capacité naturelle d'acquérir des capacités non naturelles, arbitraires. Cependant, si elles existent à l'état virtuel, elles ne s'actualisent que par l'incarnation dans un corps doté de dispositions, impliquant à la fois la propension et l'aptitude à entrer dans le jeu et à le jouer. C'est dans la relation avec une certaine situation que ces dispositions produisent quelque chose. Ces principes de construction sont un des éléments constitutifs de nos structures sociales, grâce à quoi la structure mentale inculquée dans tous les cerveaux socialisés est à la fois individuelle et collective. Si la société existe à l'état objectif sous la forme de structures sociales, de mécanismes sociaux, elle existe aussi dans les individus et dans leur cerveau. La notion d'habitus désigne alors l'ensemble de dispositions recouvrant la genèse au sein des individus, considérés comme des supports biologiques sur lesquels prennent prise des conditionnements sociaux, de structures mentales cognitives et motivationnelles à travers l'expérience du corps. Et il ne peut pas s'agir seulement d'une question de stimulus qu'offre l'environnement, car ces potentialités constituent un système de disposition ouvert, constamment soumis à des expériences, et du même coup transformé par ces expériences. Il ne s'agit donc pas d'une structure figée, mais d'une structure dynamique qui comporte une part active du sujet qui se trouve soumis à un champ. C'est-à-dire un tel système qui se développe et engendre des appréciations, des perceptions et des actions dans un moment donné, ne dépend pas seulement de sa nature intrinsèque, mais il dépend tout autant du lieu dans lequel il s'exerce. Il dépend de champs, à savoir d'espaces sociaux qui, comparables à des champs de force, des espaces de jeu structurés par des règles et des enjeux de position, comportent comme élément constitutif un espace de position et des prises de position, c'est-à-dire des places offrant ainsi au lecteur un ensemble d'informations perceptibles et décodables, à condition de détenir les clés de lecture du champ. Cet espace de position comporte bien entendu une dimension concurrentielle avec des rapports de force générant des conflits et des disputes qui ont pour objet l'instauration, et surtout la reconnaissance, d'un ou des enjeux de lutte légitimes. Cependant, le champ offre aux agents une forme légitime de réalisation des désirs. Il est caractérisé par les luttes qui s'y livrent pour l'appropriation de biens symboliques et matériels. De la sorte, un des éléments susceptibles d'unir les gens dans un champ est l'accord pour se disputer le monopole de quelque chose. 2. Ces conditions d'acquisition, le rôle du corps. De fait, le corps est considéré comme un support biologique de conditionnements sociaux qui peut être décrit comme le lieu d'inscription de l'identité sociale à partir duquel les individus, les agents sociaux, incorporent un certain nombre de structures mentales. Ce système de disposition fonctionnerait comme un réflexe pratique de nos pratiques, à l'aide des conditions d'existence. En conséquence, on peut construire et constituer un schéma corporel dit de classe, qui s'entend non pas au sens de classe sociale, mais de classe d'existence de disposition, c'est-à-dire un regroupement par affinité et conditions de vie. Par exemple, les individus qui, du fait de conditions matérielles d'existence passées et présentes, vivent dans la nécessité voire la précarité, dans l'urgence pratique au quotidien, ou bien ceux qui dans l'espace social connaissent davantage d'aisance, en particulier dans le domaine économique, et se retrouvant affranchis de cette urgence, peuvent s'adonner à une pratique d'activité ayant en elle-même sa fin, et ainsi et s'apostrophe. Octroyer une distance objective et subjective aux choses triviales se traduisant par une plus grande distance à la nécessité. Il s'agit donc d'une incorporation du monde natal,
grâce à quoi le système de disposition ainsi implanté induit une excise corporelle dans la mesure où il implique et est porteur de manière d'être résultant d'une modification durable du corps opérée par l'éducation. Soit, selon Bourdieu, une manière durable de tenir, de porter le corps, comme la voix, le regard, le vêtement, la coiffure, la façon de serrer la main ou de marcher, le cérémoniel de repas, le type de nourriture et la manière de la présenter, le degré de contrôle du corps, celui qui se tient droit, celui qui regarde par terre, etc., engendrant les fameux schèmes pratiques de classement, de perception, d'appréciation et d'action, les choses à faire ou à ne pas faire, à dire ou à ne pas dire, qui déclenchent l'apostrophe. Action oriente les fréquentations, telles pratiques culturelles plutôt que d'autres. Ainsi, à partir de positions particulières, des goûts et des couleurs, ce système de disposition véhicule des grilles de lecture, des grilles de sensibilité et de regard par rapport aux autres, donc de disposition à la pratique, à certaines pratiques. Ces modes de vie, ces conditions, ces préférences se retrouvent dans le corps qui porte en lui cet apprentissage mémoriel et joue le rôle d'un porte-parole, d'une mémoire sociale, de pense-bête, selon cette expression de Bourdieu. 3. Son mode d'action, le sens pratique. Bourdieu explique et décrit ce phénomène d'intériorisation et son principe de fonctionnement à partir de ce qu'il nomme les schèmes corporels pratiques de perception et d'appréciation, de vision et d'action qui sont acquis par la pratique et mis en œuvre à l'état pratique sans accéder à la représentation explicite. Ils structurent notre perception ordinaire de l'existence, comme nos manières de dire, de faire, de se tenir. Ils contribuent, pour chaque individu, à déterminer les choses à faire ou à ne pas faire, à dire ou à ne pas dire. Il déclenche alors l'action donnant à l'individu un sens pratique, c'est-à-dire un individu qui agit dans le monde selon la façon dont il se situe par rapport à autrui et dont il perçoit les autres. L'accord entre le sens pratique et le sens objectivé contribue à la production d'un monde de sens commun. On peut alors repérer l'existence d'un consensus sur le sens des pratiques et sur le monde social conférant une harmonisation des expériences, produisant aussi des régularités, sources d'ordre, de cohérence et de lisibilité du monde social. Ces schèmes corporels pratiques sont constitutifs de notre perception du monde social, tout en étant le produit d'une incorporation des structures sociales. C'est à travers l'expérience du corps que des sujets, des agents sociaux, incorporent des structures sociales qui leur sont extérieures et vont ensuite guider leurs principes de comportement, leur mode de conduite, leur goût, leur jugement, la hiérarchie de leurs choix, etc. Ce système de disposition fonctionne plutôt comme une croyance, sur le modèle de la croyance religieuse, et non pas comme une obéissance à des règles conscientes. Ce sens pratique s'exerce dans nos principes de choix, non pas selon un calcul purement rationnel, mais il agit comme une sorte d'intuition, un réflexe organisé par une croyance. En somme, la croyance prime sur l'intérêt. Il peut alors générer un comportement régulier, observable, en rapport avec les codes symboliques, l'environnement que l'on a en commun, que l'on partage, ce qui participe à la construction de la réalité sociale, à l'établissement des trajectoires qui permettent d'acquérir des positions. Nous voyons ainsi de quelle façon le corps constitue un indice social qui fait raisonner, et même raisonner, un ethos, c'est-à-dire une norme d'évaluation, de jugement spontané, évident, naturel qui présuppose les individus comme étant autant le produit d'une histoire collective, et en particulier de catégories de pensée et d'entendement, de schèmes de perception, que l'agrégat d'une histoire individuelle associée à un milieu, à une éducation. Cependant, pour opératoire qu'elle soit, cette notion de système dispositionnel ainsi postulé constitue en soi une boîte noire, c'est-à-dire qu'il est un outil déjà là, prêt à l'emploi, même s'il est dit qu'il naît du monde natal, de l'enfance, de la famille, de la formation, etc. Même si dans son livre, Le sens pratique, Bourdieu évoque l'idée que les choses se jouent très tôt, la prime enfance étant le moment décisif de cette incorporation de la structure sociale au sein des individus, avant même le maniement du langage et l'emploi de la pensée rationnelle et maîtrisée. C'est précisément ce répertoire inarticulé, tenu comme allant de soi, ce monde natal en tant que premier contexte social d'émission de disposition qu'il nous semblait intéressant d'explorer, afin de saisir sous quelles conditions, sous quelles circonstances une transmission, une incorporation mentale, des dispositions s'instaurent, en quelque sorte s'attrapent, s'incrustent, se maintiennent et évoluent. Comment le corps fait-il pour s'approprier le monde social et acquérir un sens pratique produisant des pratiques sensées, c'est-à-dire orientées socialement, jugées raisonnables, autrement dit conformes aux dispositions, ce qui fait que je fais ce que je fais.
En somme, notre travail s'inscrit à la lisière, en complément même de ce modèle théorique de Bourdieu. Notre intention et notre réflexion consistent à précisément appréhender, de manière familière, la question du corps, et tenter de reconstituer les conditions de la formation, la mise en place et l'ajustement de ce fameux système de disposition. 4. Le matériel de départ. Nous sommes partis de cette affirmation de Bourdieu qui nous paraît fondamentale, selon laquelle les dispositions naissent d'une prédisposition naturelle des corps humains, la conditionnabilité comme capacité naturelle d'acquérir des capacités non naturelles, arbitraires, c'est nous qui soulignons en italique. Il nous a paru opportun pour tenter de la décrire, de prendre comme objet sociologique précisément la naissance de ce corps qui la supporte, c'est-à-dire le corps du bébé, ainsi que les conditions de sa mise en contact avec l'environnement. Autrement dit, on va s'intéresser à la façon dont le bébé perçoit, comprend et incorpore son monde natal, la façon dont il le saisit tout en étant saisi par lui. Comme s'il enquêtait sur son environnement. En somme, comment l'être social du bébé, avec lequel il devra compter, va-t-il s'inscrire dans le corps? Comment l'histoire du monde natal du bébé est à la façon dont Bourdieu le décrit? Une histoire faite chose qui est portée, agit et réactivée par de l'histoire faite corps et qui agit et porte en retour ce qu'il apporte. À tout le moins, comment une histoire va-t-elle porter le bébé qui en retour sera cet être porté par cette histoire? Nous nous sommes donc intéressés au début de la vie, pas seulement le moment de la naissance, mais plutôt le processus continu allant de la grossesse, et qui plonge ses racines dans les capacités sensorielles fœto-maternelles, à l'intégration dans le monde natal. Mon travail m'a amené à considérer qu'il y avait des expressions corporelles, des comportements du bébé lui permettant tant de communiquer que de dire un certain nombre de choses qui lui arrivent, qu'il ressent. Nous sommes alors partis des études relatives au bébé, tout en nous demandant quelles sont les catégories normatives et sociales que le parent est susceptible de lui fournir, catégories qui non seulement vont être respectées, reconnues par autrui, mais que le bébé va progressivement être amené à reconnaître, faisant de lui plus tard un sujet situant et situé. Autrement dit, en tenant compte du langage du corps à travers les interactions affectives, nous nous sommes demandé de quelle façon des catégories s'imprègnent, quelles sont les médiations repérables, à quel degré l'affect influe-t-il sur l'éthos corporel, et comment le bébé s'empare de ce monde. Nous avons recensé les dernières recherches en psychologie du développement qui, depuis environ 45 ans, ont esquissé ce qu'elles dénomment les compétences du bébé, c'est-à-dire ses capacités sensorielles, perceptives et même cognitives. En outre, depuis plus d'une vingtaine d'années, ces recherches connaissent un nouveau courant qui se penche plus avant sur les racines fœto-maternelles des tendances sensorielles et des propensions comportementales du bébé. Ainsi, les compétences du bébé s'esquissent et même s'initient dans certaines caractéristiques de la sensorialité fœtale. Par exemple, le bébé se souvient des battements de cœur maternels, il est capable de reconnaître la voix de sa mère ou de tenir compte des bruits de son environnement, et ce déjà in utero, en particulier lors des derniers mois de la grossesse. 5. Corps, affectivité et normativité. 3 idées fortes se sont alors dégagées qui constituent le cœur de notre approche sociologique. A. De la chair au corps. Il est ici question d'une notion élargie pour penser le corps, la corporéité, en particulier pour raisonner sur le matériel corporel à disposition du bébé. On aura recours à la notion de sensorialité et de chair, comme support biologique des premiers conditionnements sociaux qui vont marquer, façonner ce corps, et influer sur expression. Il s'agit de comprendre comment le bébé va être préparé à recevoir et à s'approprier, puis faire évoluer, des représentations sociales qui n'existent pas en tant que telles sui generis, mais elles sont issues d'eux, et portées par ses parents. Plus exactement, elles sont relatives à leur cadre sociologique, culturel et même historique. À tout le moins, nous essayerons de décrire la façon dont, à l'aide du jeu sensoriel induit par le processus même de la grossesse, le bébé explore son monde social, et surtout comme après la naissance se mettra en place l'inculcation de dispositions suffisamment stables pour fonctionner dans des champs d'application extrêmement divers. Nous verrons que cela passe dès le départ par une sensorialité familière saillante, dessinant un fond familier qui se co-construit entre le fœtus, sa maman et l'environnement. Fond familier d'origine sensorielle,
qui résultent des séries de régularités tant d'origine exogène que endogène et auxquelles le bébé est soumis. À partir d'une redistribution stable de régularité et de redondance, une sensorialité familière saillante se dessine qui n'est pas innée ou cognitive, mais elle naît au travers de l'activité sensorielle configurée par les actions maternelles et par la répétition des sensations relatives à une réalité exosomatique, extérieure au soma, au corps, qui touche le fœtus dans sa chair avant même la maturation de tous ses organes. Ceci va construire un fond familier de reconnaissance, sur lequel un monde extérieur plus contingent peut émerger. Et ce fond familier va forcément évoluer, s'enrichir d'autres redondances, écarter des étrangetés. D'où la place et la nécessaire présence active de l'affectivité dans ce déploiement ontogénétique. B. Le rôle essentiel de l'affectif. Nous insisterons particulièrement sur l'affectivité et le rôle de l'émotion, notion peu développée dans les travaux de P. Bourdieu. Nous penserons l'affect comme une énergie qui crée une mise sous tension afin qu'il y ait une appropriation par le bébé, d'une part, de ce fond familier grâce auquel il se repère et s'oriente, et d'autre part, des limites qui sont propres à son monde social de référence. En ce sens, l'affectif va concourir à l'incorporation de ces limites, l'affectivité va venir conformer des distinctions et reformuler les différents types d'activités organisantes, si bien que le bébé va peu à peu saisir ce qui convient ou ne convient pas, les comportements possibles et ceux qui ne sont pas acceptés. Elle permet également qu'une émotion, plutôt une tonalité affective que le bébé est capable de repérer, affecte le fond familier. Si bien que la constitution d'un tel fond familier, comme possibilité et comme pratique, est pour ainsi dire une affaire de corps qui suppose un processus mémoriel, c'est-à-dire le bébé doit s'en souvenir. Il doit donc en tenir compte pour que cela devienne une mémoire d'ancrage grâce à quoi il manifestera une orientation, une tendance. Il y a donc une exigence de mémoire, et la mise en corps ne peut se faire que sous l'égide d'une énergie affective au cœur du processus d'une mise en corps. C'est de la prénormativité à la représentation sociale. Il s'agira de décrire la façon dont le jeu sensoriel, qui s'institue dès les premiers pas utérins, constituerait déjà un processus de transmission. C'est-à-dire, selon nous, ce premier jeu sensoriel qui, on le verra, raconte les péripéties sensuelles formant la trame et le tissu des débuts de vie toujours pris dans une mise en intrigue, selon l'expression du philosophe Paul Ricoeur, donnerait corps à une structure sensorielle perceptive de pertinence qui sous-tendrait les capacités néonatales de reconnaissance familière mises en évidence à la naissance. Cette structure serait sitôt une structure tendancielle, car bien que constitutivement biologique, elle est pourtant inscrite dans une réalité sociale, historique et culturelle. Elle composerait l'architecture du jeu sensoriel sur laquelle s'appuierait le bébé dès avant la naissance, non seulement pour connaître et reconnaître, et donc se repérer, ce que mettent en évidence les différents résultats d'expériences faites avec le fœtus pour étudier son développement sensoriel et émotionnel, mais aussi pour dire quelque chose de son vécu. Nous le verrons, ce vécu peut être appréhendé physiquement et enregistré, et par là même rendu observable pour un tiers, deuxième partie du livre. Dès lors, le bébé explore un coin du monde social en considérant un ordre et une intelligibilité basés sur les traits ordonnés des activités sensorielles déjà socialement imprégnées, et donc orientées, lui permettant aussi de communiquer et échanger avec l'extérieur, exprimer ce qu'il ressent, et surtout exprimer une croyance sur le cours des choses. Non pas sous forme de catégorisation ontologique, mais sous forme d'une mise en sens, d'une mise en cohérence et d'une intelligibilité corrélée avec une réalité objectivée. La structure sensorielle acquise in utero s'enrichirait à la naissance au cours des différents événements, cours d'action, et procédures pratiques qui rythment la vie d'un bébé, pour progressivement le doter des premières représentations desquelles plus tard émergeront ses structures sociales et mentales. Et le bébé s'attache à des représentations comme il s'attache aux personnes qui l'entourent. Pour simuler ce questionnement de départ, on va considérer le corps à la fois comme un instrument d'acquisition d'une conditionnabilité et un outil qui va permettre le transit corporel de structures sociales. Si le corps est le lieu d'inscription de l'identité sociale, les individus sont alors à considérer comme des supports biologiques de conditionnements sociaux. Bien évidemment, par rapport à la sociologie bourdieusienne, on ne considérera pas que le bébé est inséré dans un champ traversé par des rapports de force,
mais on cherchera plutôt à appréhender de manière familière les conditions dans lesquelles des bribes d'une position et d'une culture sociale sont conférées au bébé, de quelle façon lui sont inculquées les premières choses à faire et à ne pas faire, dans l'optique de favoriser l'émergence des premières structures de perception, de repérage et de reconnaissance. Ce qui permettra au bébé de prendre la mesure du monde auquel il est attaché et rattaché. On essayera alors de comprendre comment, à travers différents types d'opérations, le bébé, en se basant sur des éléments du savoir pratique, va effectuer petit à petit un travail de jugement et d'ajustement interprétatif. En fait, il va graduellement acquérir et s'approprier un point de vue par la pratique et un apprentissage. Ces premières représentations vont le préparer à recevoir ultérieurement les structures mentales de son environnement social et de la tradition familiale dans laquelle il est inscrit. Le fil rouge qui guide et traverse ces 3 points est la façon dont le bébé va passer d'un fond familier charnel et sensoriel, qui porte déjà la marque du milieu dans lequel il évolue comme celle des préférences culturelles et parfois corporelles des parents, à un préfond de nature sociale. En quelque sorte, à partir du système sensoriel mis en place in utero, il s'agira d'en dévoiler la dimension sociale et normative. 6. Les 3 parties du livre. Ce travail, qui cherche à dégager les premiers processus de socialisation sous-tendant les interactions et les transactions entre le bébé et son environnement, au sens large, comprenant objets, personnes, gestes, cours d'activité, interactions, etc., se déclinera en 3 sections. A. La première, intitulée « La matérialité des sensations », répond au recensement des dernières recherches en psychologie du développement, relatives aux capacités néonatales du bébé et à leurs racines fœtales et maternelles. Elle vise à dégager de quelle manière un fond familier de connaissances et de reconnaissance propre au bébé se met en place. B. La deuxième, intitulée « La structure perceptive de pertinence », s'attachera à mettre en évidence que ce fond familier saillant ne serait pas réductible à une simple inscription sensorielle, mais constituerait véritablement une structure sensorielle perceptive acquise in utero. Cette structure perceptive contiendrait une première forme de normativité qui fonderait les capacités de reconnaissance que le bébé est capable de mettre en œuvre selon un système de comparaison et d'attente, lui octroyant ses premières dispositions. Et ceci sous l'égide vitale de l'affectivité. C'est avec la 3e partie, de l'affectif au social, le jeu et le poids des négociations, nous voudrions présenter de quelle façon le corps du bébé, qui porte les arrangements sensoriels du monde social qu'il a forgé, est mobilisé à la naissance dans tous les échanges quotidiens et les transactions affectives qui les caractérisent. Car maintenant, le bébé va rencontrer des représentations collectives et des attentes, et il va faire l'expérience d'une certaine manière d'un système de positionnement par le biais des inférences dont il va être capable. Pour en rendre compte, nous ferons appel à 2 types de supports méthodologiques. Avec le premier, basé sur des séquences vidéo entre un parent et son bébé, nous commenterons des situations et des observations du nourrisson en interaction avec le parent dans sa vie quotidienne. Le deuxième type de matériel fait appel à des observations du bébé dans son milieu, et vise à étudier les prédispositions, les manières de faire, les manières de dire que le parent tente d'inculquer au bébé. Nous verrons que ces 2 matériels empiriques mettent en évidence les logiques corporelles et affectives à l'œuvre dans la transmission d'une culture et la mise en place des toutes premières modalités du contrôle social du corps. Dans chacune de ces 3 parties, nous essayerons d'une part de mettre en perspective le régime de temporalité spécifique mobilisé, du moins de montrer comment, à chaque fois, il est porteur d'un processus temporel d'organisation interne ainsi que d'une organisation spatiale dévoilant un sens et une compréhension réelle sur lesquels le bébé se fonde et se repère pour appréhender le monde, en particulier le monde social qui est le sien au travers de la contingence des situations vécues. D'autre part, nous aborderons la façon dont cette configuration spatio-temporelle donne corps et maintient en mouvement une dynamique de processus séquentiels à l'œuvre dans le travail de perception et de transcription du réel que le bébé poursuivrait au long de son enquête sociologique, c'est-à-dire au fur et à mesure de la découverte d'un environnement d'activité socialement organisé, validé intersubjectivement dans des interactions, des expériences, des situations, des activités concertées de la vie courante. Il s'agirait alors de dégager le processus de socialisation sous-tendant les interactions et les transactions entre le bébé et son environnement au sens large,
et non pas d'étudier l'interaction comme mode représentationnel. L'endormi. C'était un petit vogueur tout enroulé, blanc. De solitude, l'endormi de ses nuits sans fond. Quand il dort dans sa coquille rose, née des ronds. Des amours bleus enlacés, des mâmes perlants. Dans un coin, leurs larmes transparentes ont pleuré. Une poche de naissance. Il s'abrite sous son ombre. Soudain sa coque s'anime, venant le porter. Au gîte, un ressac heurte son rivage sombre. Jeté par la vie dans sa coque de calcaire. La nuit file le long des nuages couleur de chair. Le petit vogueur, sommeillant comme un enfant. Assoupi, ouvre ses paupières au monde, grand. Ce marin expire son souffle de sa corne brume. Secoué des sanglots et des rires des écumes. Qui cingle vif sa cosse de coton, frêle esquif. Ballotté par Khamsin de la vallée du Rif. Il se met à écrire ses 7 voyages pareils. Les fruits des mers, les pierres d'azur et les abeilles. Par tous les océans des archipels du Sud. Teint des ailes comme une libellule, et Vinrude. Et jusqu'au cap fantastique du Nord au Bombré. Où plusieurs barcasses dans ces eaux ont sombré. Les remous ardents de leurs abysses ancestrales. Ont mâché sans façon leur gomme d'astragale. Les résines ensuquées de leurs épices d'acier. Dans ce pays de l'ombre, les eaux sont glaciées. Le monde lui chante ses 4 vérités. Et pourtant, il n'en retiendra pas la moitié. Ce petit vogueur ouvre grand ses sons, mistigris. Les 2 mains sur les oreilles, il hurle son cri. D'une vie entamée, ah mon pauvre gribouille. L'étoile a pleuré rose au cœur de tes oreilles. C'était un petit vogueur tout enroulé, blanc. De solitude, rose des vents, rose des sables. Les rousseurs aquatiques, sans plus d'atermoiement, sont venus mettre au monde leurs fruits incroyables. L'origine a saigné ses eaux. 1. La matérialité des sensations. Comment les mots se rapportent-ils aux sensations? Il ne semble y avoir là aucun problème. Wittgenstein, Recherche philosophique, 244. La matérialité des sensations. Les laboratoires de sciences cognitives et de psycholinguistique, en s'appuyant sur les modèles classiques de l'éthologie objectiviste, ont dégagé et mis en évidence ce qu'ils appellent des compétences néonatales interactives qui seraient activées, et donc fonctionnelles, dès la naissance, tant sur le plan sensoriel que sur le plan moteur, comportemental et affectif. Ces données concernent des connaissances essentielles aussi bien sur l'embryogenèse et la naissance que sur le développement sensori-moteur du bébé, voire son développement affectif et social, ainsi que l'intelligence préverbale ou l'émergence du langage. Aussi bien, le bébé dispose d'un système sensoriel lui permettant de capter des informations du monde extérieur, avec l'existence dès la naissance, de relations entre ces modalités. Cependant, la question longtemps soulevée était de savoir si ces compétences existaient à la naissance ou bien étaient acquises au cours du développement grâce à l'exercice et à l'interaction sensorielle et perceptive du jeune organisme avec son environnement. Dans le cas de capacités innées, le bébé, immature, vit naturellement dans un environnement stable, dans un monde possédant une certaine unité lui permettant de faire une économie d'apprentissage, et développer ensuite son intelligence de manière plus harmonieuse. Si ces capacités sont acquises, cela signifie au contraire que le bébé devra associer chaque fois pour un même objet des informations apprises par des modalités différentes, et les considérer comme appartenant à cet objet, ce qui suppose alors une grande capacité d'apprentissage selon des stades de développement repérables par les principales acquisitions du bébé. On a donc vu fleurir en psychologie cognitive de l'enfant les débats notoires entre, d'un côté, les tenants de l'inné, et de l'autre, les partisans de l'acquis. Les premiers suggèrent que ces dispositions innées tiennent de modules cognitifs ou de circuits précablés. Il s'agit de la fameuse hypothèse modulaire. Le cerveau active des modules ou processus qui ont une histoire évolutive et concernent les fonctions cognitives de base comme les capacités numériques élémentaires. Le protocalcul ou calcul mental serait présent dès 4 mois, l'unité et la permanence précoce de l'objet, ou encore la faculté de communiquer avec les autres membres de l'espèce et de juger des relations dans le groupe. Pour les partisans de l'acquis, le bébé développerait une expertise liée à un entraînement intensif avec les différents types de stimulus auxquels il est confronté,
en particulier ceux produits par les adultes de son entourage qui en retour émettent des signaux notamment adaptés aux compétences du bébé. D'aucuns épousent la conception de la tabula rasa selon laquelle le nouveau-né naîtrait vierge de toute acquisition antérieure. Puis le modèle connexionniste, apparu dans les années 1980, a proposé une autre version de la cognition. Les représentations mentales disparaissent au profit de réseaux de connexion plus ou moins stables entre neurones. Tous ces travaux, en fonction de l'orientation choisie et tout en essayant d'y inclure tant bien que mal le développement social et affectif du bébé, ont donné lieu à de multiples méthodologies et hypothèses théoriques à la base de différentes conceptions sur le développement cognitif, perceptif et affectif des bébés comme sur leur capacité linguistique, voulant en particulier expliquer l'explosion du langage. Devant le flot de ces exploits cognitifs précoces et de compétences insoupçonnées du nourrisson, lors les psychologues ont parlé de bébés astronomes, bébés psychologues, de bébés mathématiciens, et même de bébés philosophes, en vue d'une exploration neurocognitive d'une théorie de l'esprit. Sans verser dans une focalisation médiatique qui fait du nourrisson un génie omniscient, ces études propres au développement précoce du bébé et à son fonctionnement cognitif s'inscrivent tantôt dans une vague néo-pagétienne, ou dans une visée évolutionniste ou bien connexionniste, tantôt dans un courant psychométrique ou psycholinguistique ou dynamique, parfois en voulant tenir compte de son environnement social et culturel. Toutes s'attachent à vouloir sonder une commune humanité et clarifier les mécanismes du devenir humain. Comment se développe l'intelligence de l'enfant ? D'où proviennent ses capacités néonatales de reconnaissance, d'apprentissage, de mémoire, ainsi que ses compétences langagières observées chez les bébés, et parfois manifestées dès les premières heures de vie. Quels sont alors les mécanismes neuraux et les fonctionnements cognitifs qui les sous-tendent ? Si, dans l'étude des compétences précoces du bébé, on cherche à estimer sa mémoire, qu'on lui prête des représentations, des classements, et même une langue primitive signant là les racines du langage, si on dissèque les différentes sensorialités, pourtant on ne rend guère compte du corps, sinon en termes partiels, modules d'activation, connexions neuronales, aire cérébrale, etc. Et encore moins des processus sensoriels de médiation et d'appropriation immanquablement à l'œuvre, dès lors que ce corps-là évolue dans un monde social et qu'il médiatise son propre rapport au monde. Du moins, qu'il médiatise les sensibilités du bébé par rapport au monde, dans les accords et les arrangements qu'il déchiffre. Ce corps démantibulé doit pourtant faire tenir ensemble sa grille de lecture des goûts et des couleurs fondée à partir des conditions de vie spécifiques inhérentes à l'occupation de positions situables au sein de l'espace social, avec un cadre commun, un commun ordre du monde où d'autres corps socialisés évoluent. De la sorte, la parole singulière du bébé ne peut faire effraction qu'à l'intérieur d'un discours qui prend le corps comme autant d'intrications sensorimotrices et tactiles, kinesthésiques et proprioceptives, contextuellement configurées dans la musique des activités sensorielles articulées avec le monde social. C'est pourquoi il conviendrait d'explorer cette mise en sens supposant le détour par l'autre, et de parcourir cette part du processus d'effectuation des choses qui s'enracinerait depuis une corporéité dont nous tâcherons d'expliquer ce qu'elle serait. Ce sera l'objectif de cette première partie qui va consister à décrire et analyser les mécanismes sensoriels permettant au bébé de se doter d'une structure perceptive. Dans un premier temps, en déployant les propensions comportementales et les tendances sensorielles néonatales attestées depuis ces 45 dernières années de recherche, en examinant ensuite leurs racines fœto-maternelles, en particulier lors des derniers mois de la grossesse, nous essayerons de dégager la nature du processus permettant la synchronisation de deux organismes, et qui nous semble être à l'œuvre dans cette passerelle sensorielle, observable et manipulable, et nous en donnerons des exemples. Dans de telles conditions où des sensorialités perçues s'inscrivent, on cherchera à explorer la façon dont une structure perceptive et un usage du monde sont transmis et accent aigu appropriés par le bébé, lui assurant une certaine prise de connaissance sur son environnement, tout en lui permettant, selon nous, d'édifier un système perceptif de pertinence équivalent à la mise en régularité des situations et des vécus qu'il rencontre, et dont il peut rendre compte dans la restitution qu'il nous donne à voir. 1. L'état d'essence à la naissance. En partant du corps du bébé, in vivo, nous allons détailler ses aptitudes néonatales selon les 5 modalités sensorielles. À la suite de la description de chacune d'elles,
descriptions dans lesquelles nous inclurons parfois un bref commentaire apparaissant en retrait et dans une taille de police plus petite, nous proposerons un petit encart relatif à ce que le bébé acquérait dans cette modalité, du moins ce à quoi il serait enclin. 1.1 Écoute ce que j'entends. Des études datant de 1976, et confirmées en 1983, ont établi que les bébés pouvaient se souvenir des battements cardiaques de leur mère entendus in utero. Ainsi, chez des nouveau-nés hospitalisés à qui l'on faisait entendre des bruits du cœur, on a observé une respiration plus profonde et plus régulière ainsi qu'une prise de poids plus rapide. Aux États-Unis et au Japon, à partir de l'hypothèse que des sons faisant partie de l'environnement fœtal naturel posséderaient un pouvoir apaisant sur les nouveau-nés, diverses expériences d'enregistrement et de diffusion de bruits intra-utérins ont été effectuées dans les nurseries, ayant pour résultat moins de pleurs, un plus grand calme et des périodes de sommeil plus longues. On a alors vu arriver dans les services de néonatologie les fameux babiages doudous, doudous de babiage, des peluches en forme d'ours ou de chien qui reproduisent les sons intra-utérins. Des nouveau-nés de 2 à 4 jours préfèrent entendre les sons auxquels ils ont été exposés au stade fœtal. Ils sont capables non seulement de reconnaître des voix, mais également des séquences beaucoup plus complexes. Les nouveau-nés ayant entendu une histoire de manière répétée dans le ventre de leur mère, têtaient davantage à son audition, alors que ceux qui n'avaient pas été soumis à cette écoute réitérée ne faisaient pas de différence avec une toute autre histoire lue par la maman. À une nouvelle histoire ou comptine, ou à un nouveau poème, même s'ils sont lus par la maman alors qu'ils n'y ont pas été exposés in utero, les bébés préfèrent une histoire, comptine ou poème lus régulièrement pendant les dernières semaines de la grossesse, même lorsqu'ils sont récités par une voix féminine autre que celle de leur mère. Ils montrent également une préférence pour une mélodie que la mère a chantée lors de leur séjour utérin, plutôt que pour une nouvelle mélodie. De même, si les bébés étaient exposés à la musique d'un feuilleton télévisé avant leur naissance, ils s'y montraient plus attentifs et intéressés après leur naissance. À l'audition de la musique, les mouvements et le pouls de ces nouveau-nés décroissaient de manière significative. Cependant, les stimuli les plus efficaces sont des stimuli complexes appartenant à la gamme des fréquences de la voix humaine. Ainsi, des bébés prématurés, de 30 à 34 semaines, stimulés par la voix maternelle ou par des émissions sonores familières comme la musique écoutée par les parents, se calment rapidement, ont une prise de poids accrue, un sommeil plus régulier et surtout un comportement plus calme, parfois une durée d'hospitalisation écourtée par rapport au sujet témoin. Les bébés préfèrent et reconnaissent à la naissance les sons auxquels ils ont été soumis in utero. Si les émissions sonores représentent une part importante du monde sensoriel du bébé, qui peut alors distinguer entre sons musicaux et sons verbaux, la zone de la voix humaine, en particulier la voix maternelle, reste la normalité auditive implicite qui se détache de tous les autres bruits surpris et discernés en postnatal. En effet, si le bébé s'oriente vers les sons, qu'il les organise, il peut pareillement discriminer les voix, et spécialement la voix maternelle. Plusieurs travaux chez le bébé âgé de 1 à 3 jours montrent la convergence du bébé vers la reconnaissance de la voix maternelle même si elle est filtrée, comme la préférence du bébé, âgé de quelques heures de vie, pour cette voix maternelle parmi d'autres voix féminines inconnues, ou même masculines, celle-ci étant filtrée dans les aigus pour imiter les conditions utérines. En particulier, le bébé reconnaît les contours intonatifs de la voix maternelle. Il peut alors distinguer des changements sinon de locuteur, à tout le moins d'intonation ou de débit vocal. Ainsi, parmi plusieurs personnes, dont sa mère et son père placés aléatoirement au milieu d'autres inconnus, le bébé de 1 à quelques heures de vie tourne non seulement la tête lorsqu'il entend la voix de sa mère, mais il le fait également quel que soit l'ordre de passage de la lecture maternelle. Dans une deuxième phase, si on demande à la mère de lire à l'envers, et ce faisant elle modifie la prosodie, là, bébé ne réagit pas. La conclusion en est que ce n'est pas tant la voix que les bébés reconnaîtraient que ses rythmes, sa prosodie, son contour mélodique. Plus exactement, le bébé s'appuierait sur une configuration générale saillante qui présiderait à la reconnaissance de la voix maternelle. Une autre étude menée par G2N Lamberts et son équipe au sein du service hospitalier Frédéric Joliot à Orsay s'est intéressée à la perception et la reconnaissance de la voix de la maman. Ayant testé 20 bébés d'une population normale, sans troubles cérébraux, âgés de 2 à 3 mois,
Elle montre que la parole à l'envers possède les mêmes caractéristiques acoustiques de base que la parole à l'endroit, intensité, fréquence, etc., mais elle transgresse plusieurs des propriétés du langage. Par exemple, certains phonèmes à l'envers, comme P ou B, ne sont pas prononçables par un tractus vocal humain. Ainsi, les contours intonatifs et les caractéristiques universelles de la prosodie, qui imposent un ralentissement du débit syllabique et une diminution de l'intensité et de la fréquence fondamentale à la fin des phrases, sont également transgressés. Ainsi, les bébés percevraient bien leur langue maternelle. Ils en reconnaissent les formes acoustiques, c'est-à-dire les contours intonatifs ainsi que les frontières prosodiques des énoncés. Le bébé s'appuierait donc sur une configuration générale saillante, qui présiderait à la reconnaissance de la voix maternelle. En percevant les frontières prosodiques des énoncés, le bébé segmente la parole en unités de sens. De fait, il est capable de classifier grossièrement les langues suivant leurs caractéristiques mélodiques et rythmiques. Le bébé va même jusqu'à lier les formes sonores à des contextes. Il peut alors mémoriser la séquence sonore et la situation qui lui correspond. La voix paternelle est moins bien discriminée, au sens où le bébé ne montre pas de préférence nette par rapport à une autre voix masculine. Toutefois, elle a un effet apaisant quelques minutes après la naissance, à condition d'avoir été émise régulièrement et fréquemment au cours des dernières semaines de la grossesse au-dessus du ventre maternel, et à forte intensité, puisque l'oreille du fœtus est peu sensible aux basses fréquences. Cependant, les bébés ne reconnaissent pas tant la signature de la voix, c'est-à-dire son empreinte digitale acoustique, que son enveloppe, à savoir sa forme marquée par un contour intonatif et mélodique, un rythme, ainsi que les caractéristiques de la prosodie, la musique des mots. À l'inverse de l'enfant, la reconnaissance chez l'adulte se fera davantage par la signature de la voix que par son enveloppe. Cette enveloppe, qui fait appel à la mémoire, comporte des caractéristiques acoustiques de base de la parole. Elle est constituée par l'attaque, la tenue et l'extinction du son. La voix est une somme de sons purs et d'harmoniques. Un son pur est dit fondamental, et les harmoniques sont des multiples entiers de ce son fondamental. On appelle signature d'un son, et partant d'un individu, le rapport de la somme des puissances contenues dans les harmoniques, la puissance sonore mesurée en décibels, à la puissance contenue dans le fondamental. Cette signature étant pour chaque individu analogue à des empreintes digitales acoustiques, elle reste constante pendant de longues durées, ne se modifiant que lorsque la voix change, par exemple lors de la puberté. Par contre, elle ne se modifie pas en fonction du contexte émotionnel. Cette signature est personnelle pour chacun de nous, et permet de nous reconnaître, de nous différencier. Chez le nourrisson, ce rapport entre harmonique et fondamental ne semble apparaître qu'à partir du second semestre de son existence, et il lui faudra plusieurs mois pour que se mette en place sa signature. Au premier mois, la vitesse et l'amplitude des cordes vocales semblent totalement anarchiques, ce qui implique une incohérence presque totale entre le son fondamental et la distribution des harmoniques. De fait, les cris des bébés d'1 mois ont tous la même caractéristique. Ce sont les petites différences de longueur, de rapidité de l'attaque ou de l'extinction du cri qui personnalisent chaque nourrisson, qui seront reconnus par le parent, la figure maternante ou encore les soignants. Au 2e mois, alors même que les bébés entrent dans une phase de gazouillis, leurs cordes vocales vibrent presque aussi régulièrement que celles d'un adulte, mais il y a encore une organisation instable entre le son fondamental et la distribution des harmonies. Au 3e mois, le bébé vocalise, on peut même observer un jeu de réponse avec un adulte. À cet âge, il n'y a pas une mais des signatures. En effet, l'analyse des fréquences vocales des personnes présentes dans la pièce montre que le bébé cherche à reproduire la signature de la dernière voix qu'il vient d'entendre. S'il est déjà capable, sur le plan anatomique, de poser une signature vocale, pourtant il n'a pas encore acquis l'altérité d'une signature vocale personnelle propre, et pour cela il faut attendre le 4e mois. Mais il est à noter que l'on retrouve de temps à autre cette signature soit identique à elle-même, soit différente des personnes présentes. Aussi, sa stabilité n'est pas encore acquise car le bébé recopie encore beaucoup. C'est seulement entre le 5e mois et le 6e mois que semble se trouver le point d'ancrage de la signature personnelle, bien qu'ensuite elle évolue lentement au cours de l'enfance, mais de manière cohérente en fonction des caractéristiques du début, puis tout au long de l'adolescence, jusqu'à se stabiliser plus tard dans son mode adulte.
Le nouveau-né perçoit donc une grande variété de contrastes phonétiques, acoustiques et auditifs, bien avant de pouvoir les reproduire. Entre 1 et 3 mois, il est capable de faire la différence entre les sons PA, MA et BA, ou TA et DA. À 4 mois, le bébé devient sensible à l'organisation de phrases musicales. Il détecte les courbes de tension mélodique, les pauses plus longues ou les débuts et les fins d'épisodes rythmiques de composition musicale. Il devient également sensible aux voyelles et aux consonnes, c'est-à-dire aux phonèmes de sa langue maternelle. Il parvient à isoler les mots de sa langue maternelle et apprend à les combiner. Dès lors, à 8 mois, après avoir écouté une demi-heure d'histoire pendant 10 jours, les nourrissons préfèrent écouter 15 jours plus tard des listes de mots extraits de ces histoires plutôt que des listes de mots qu'ils n'ont jamais entendus. Les recherches ont ainsi montré que l'apprentissage de la langue maternelle commence antérieurement à la production des premiers sons, car dès avant la fin de la première année de vie, les bébés reconnaissent les formes acoustiques possibles des mots dans leur langue. Ainsi, le codage de la parole dans le format de la langue maternelle est une des premières étapes de l'acquisition de la langue, permettant ensuite d'apprendre les mots de cette langue. Ce codage débute à la naissance et s'affine au cours de la première année de vie. Par exemple, des nouveau-nés français de 4 jours discriminent des phrases anglaises de phrases japonaises, mais ils ne peuvent pas distinguer ces mêmes phrases anglaises de phrases hollandaises en raison de leurs caractéristiques prosodiques trop proches pour être correctement discriminées. Selon ces auteurs, les nouveau-nés se forment rapidement une première représentation de leur propre langue maternelle, car ils réagissent différemment à des phrases selon qu'elles appartiennent à leur langue maternelle ou pas. En effet, ils peuvent modifier leur succion de façon à obtenir des phrases de leur langue maternelle plutôt que celles d'une autre langue. Le bébé serait ainsi engagé dès la naissance dans un apprentissage actif de sa langue maternelle. Il disposerait à la fois de signaux puissants et d'une sensibilité particulière aux signaux des autres. Si les émissions sonores représentent une part importante du monde sensoriel du bébé qui peut distinguer entre sons musicaux et sons verbaux, presque tous les sons entendus en anténatal sont reconnus à la naissance, en particulier la voix maternelle. Cela suppose que les bébés apprennent des régularités sensorielles sonores. Dès lors, ces régularités auditives, par leur forme même, ordonnanceraient un objet saillant, concourant à l'architecture d'une forme familière à valeur d'orientation, et même de régulation comportementale, sur le fond de laquelle d'autres arrangements sonores seront particularisés. 1.2 La perception olfactive et gustative. À partir de l'observation méticuleuse du comportement des nouveau-nés, un mouvement de reptation a été constaté dans la demi-heure suivant leur naissance chez ceux mis aussitôt en peau à peau sur le ventre maternel, le bébé se dirigeant du ventre vers le cou de sa mère. Cette reptation est suivie d'un réflexe de fouissement qui précède généralement la prise du sein, réflexe qui se réduit fortement après 45 minutes de vie. Le bébé vient se nicher au creux du cou maternel, guidé en cela non par un automatisme phylogénétique, mais par la perception olfactive de phéromones notamment sécrétées dans la sueur axillaire et mamelonnaire. En passant dans l'air, ces hormones volatiles provoquent une saillance olfactive pour l'odorat du bébé. L'ensemble de ces 3 petits comportements, remontée vers le cou, enfouissement de la tête dans le cou, puis recherche du sein, se nomme le rotin réflexe, qui créerait chez le bébé, selon B. Cyrulnik, une empreinte, c'est-à-dire une base éthologique comportementale, mobilisée dès les premières interactions. Par ailleurs, si à la naissance on présente au bébé 2 compresses contenant respectivement du colostrum, nom du premier lait sécrété par la mère après l'accouchement, et du liquide amniotique, renfermant une odeur transmise par l'alimentation maternelle, les bébés sont attirés indifféremment vers l'une ou l'autre odeur. À 4 jours de vie, le lait maternel devient plus attractif que le colostrum, et les bébés peuvent alors différencier l'odeur du lait de leur mère de celle d'un lait étranger, tandis que ceux nourris au lait artificiel continuent de se tourner préférentiellement vers le liquide amniotique à 4 jours, mais toutefois, ils montrent une préférence pour un lait humain autre que celui de leur mère par rapport à un liquide amniotique. Il semble ainsi que les nourrissons, nés avec la référence olfactive amniotique, se tournent ensuite très facilement vers la stimulation la plus proche de ce référent. En outre, le bébé âgé de 2 jours tourne préférentiellement la tête vers un coton imbibé de l'odeur de sa mère et tête les yeux fermés, s'endormant immédiatement.
Si on lui présente un paquet sans odeur ou bien avec l'odeur d'un homme ou d'une autre femme, le bébé ouvre les yeux et s'arrête de téter un instant. Ainsi un continuum entre le liquide amniotique, le colostrum et le lait maternel existe, crayonnant une configuration familière que le bébé évalue et d'après laquelle il s'oriente. En ce qui concerne les bébés prématurés, l'atmosphère olfactive régnant à l'intérieur de l'incubateur est d'abord influencée par l'enfant lui-même. En effet, à la naissance et pendant quelques jours, les reliquats de substrat prénatal qui adhèrent au corps du bébé, liquide amniotique et vernis caseosa, sont porteurs d'odorants aisément détectables. Outre les odeurs cutanées, les urines, les selles ou les gaz, les éructations ou encore les régurgitations peuvent marquer l'atmosphère odorante de l'incubateur. Les odeurs artificielles interviennent également dans les caractéristiques chimiques de l'air inhalé par l'enfant. C'est le cas des produits cosmétiques parfumés destinés aux soins corporels des bébés, comme les savons, les crèmes ou pommades, les shampoings, ou encore les pansements, sparadraps ou compresses souvent fortement odorisés du fait de résidus de produits de stérilisation. De plus, les prématurés, comme les nouveau-nés à terme, arrivent à différencier des odorants de qualité ou d'intensité différentes. En effet, une étude portant sur 13 prématurés, nés entre 31 et 37 semaines et exposés successivement à 2 odeurs qui différaient en qualité et en intensité, une odeur mentholée type eucalyptol, dite à forte composante trigéminale, et une odeur huileuse, l'acide nonanoïque, choisi pour ses propriétés majoritairement olfactives, montrent, après avoir analysé en continu leurs mouvements corporels et faciaux, qu'ils peuvent discriminer des odeurs artificielles. Cette étude met également en évidence que la réactivité à l'odeur de menthe, connue depuis 1978 et également testée chez des nouveau-nés entre 28 et 38 semaines de gestation, se conforme à une différence de distribution temporelle des réponses, ce qui atteste bien de la discrimination. Pour l'acide nonanoïque, l'activation motrice atteignait son intensité maximale entre 5 et 10 secondes après le retrait du stimulus, tandis que pour L'(eucalyptol) la réponse était immédiate. Une autre étude, portant sur 32 nouveau-nés à terme, entre 37 et 41,6 semaines d'âge gestationnel, et sur 20 prématurés nés entre 28 et 34 semaines, confirme cette capacité de discrimination. Les bébés ont été exposés de façon répétée, à raison de 10 périodes de 10 secondes espacées de 60 secondes, à une première odeur, puis une seconde. Anis puis vanille, ou vanille puis anis. Non seulement tous les bébés des deux groupes parviennent à discriminer, mais de plus, cette variation de réactivité entre les deux stimuli était identique chez les enfants nés à terme et les prématurés, suggérant des performances discriminatrices comparables. Les nouveau-nés, même s'ils sont prématurés, possèdent bien une acuité discriminative olfactive, ils sont capables de détecter des odeurs de faible intensité. En particulier, une odeur non maternelle provoque une réaction d'attention du bébé qui marque le changement perçu, du moins un écart probable avec l'odeur familière coutumière à laquelle il s'est habitué. Cette modalité a conduit au recours, maintenant régulier dans les services de réanimation néonatale et de néonatologie, à des tissus imprégnés de l'odeur de la maman, qu'elle aura porté sur elle pendant 24 heures, afin d'en envelopper le bébé ou d'en disposer un sous ou contre sa tête, ce qui a un remarquable effet réconfortant et apaisant sur les pleurs des bébés de 2 à 10 jours. L'exposition à cette odeur corporelle familière réduit significativement les périodes d'agitation. Une autre étude a permis de mettre en évidence que des nouveau-nés de 3 heures d'âge peuvent distinguer des odeurs introduites par l'alimentation maternelle, selon les résultats de Béchal et Hersousignan. À la présentation d'une odeur d'anis versus un stimulus témoin, il manifeste des durées plus longues de léchage et de succion envers l'arôme anisé, si la maman a consommé de l'anis au moins pendant les 10 derniers jours de sa grossesse, en raison de 2 prises minimales par jour sous forme de biscuits, bonbons ou sirop. Cette réponse d'orientation préférentielle est maintenue à 4 jours chez les bébés du groupe exposé. En revanche, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.